Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin, invité politique, est Ewen Hubert. Il est responsable idées et formation des JAM Bretagne. Les JAM, ce sont les jeunes avec Macron. Première radio, et il a fait du chemin puisqu'il est venu du côté de Fougères pour être en direct ce matin au micro de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci à vous pour votre invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors on va parler de politique ce matin, Ewen Hubert, avec une séquence politique intense, dense et longue finalement depuis les élections européennes, avec les 2 tours des législatives. Et ces 2 tours n'ont pas permis de donner une majorité à telle ou telle formation politique, à tel ou tel parti, ce qui fait qu'on risque d'avoir dans les temps qui viennent quelques turbulences à l'Assemblée nationale. Ça risque finalement d'être un peu ingouvernable, cette future assemblée. Alors d'abord il faut rappeler qu'on a fait des résultats assez impressionnants. On a fait 3 fois plus que ce que prédisaient les sondages. Alors aujourd'hui la situation est que nous avons 3 blocs finalement, ce qui fait qu'il n'y a pas de majorité ni du côté du RN, ni du côté d'Ensemble pour la République et ni du côté du Nouveau Front Populaire. Donc aujourd'hui, là, ce qu'il va falloir mettre en place, surtout, ça va être des majorités de projets, des majorités d'idées. C'est un peu ce qui se fait en Allemagne finalement. Et c'est ce que nous appelions, enfin nous avons appelé à le faire d'ailleurs dès 2022, où nous disions que nous étions ouverts pour faire des majorités de projets, travailler sur des textes, et nous n'avions fermé d'ailleurs aucune porte à toutes les autres formations de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, ce qu'il va falloir, c'est gouverner finalement ensemble. Gabriel Attal reste d'ailleurs au gouvernement pour le moment, le temps qu'un Premier ministre soit désigné par nos partenaires politiques. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes toujours dans l'attente, mais ça va se faire aussi avec les JO, parce qu'il va falloir composer avec cet événement tout de même majeur. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, le cap, je dirais, ça va être du compromis, sans compromission, notamment avec les extrêmes, où on ne peut pas composer avec aujourd'hui. Alors, avec évidemment ce nouveau mot, coalition, on parle beaucoup de coalition, alors ça se fait dans de nombreux pays européens où on a des gouvernements de coalition, là aussi sur des projets ou plus généralement sur une façon de gouverner un pays. Alors nous, on est un vieux pays, la France, qui n'est pas habitué avec cette 5e République à ce style de gouvernance. On imagine que ça va être assez compliqué. Vous parliez des extrêmes à l'instant, Ewen Hubert. L'extrême droite, en tout cas le RN, est arrivé quand même à avoir le double de sièges à l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, le RN avait 80 sièges. On a vu évidemment cette majorité, à 2 pas d'une majorité peut-être absolue, mais ça ne s'est pas fait là encore avec le Nouveau Front Populaire. Alors on sait que ça a été très dur. Les échanges ont été très durs pendant la campagne électorale avec le camp présidentiel. Est-ce que justement dans le cadre d'une coalition, ça va être facile de gouverner avec le Nouveau Front Populaire? Et puis alors, ma petite question, elle est sur toutes les lèvres, et si demain Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre? Alors, d'abord sur l'aspect coalition, effectivement on va devoir travailler ensemble, je pense aux composantes de la gauche, mais également aux divers gauches, aux divers droites. Des composantes modérées plutôt? Oui, voilà, on travaille avec les modérés, ensemble, puisque de toute façon, c'est ce qu'attendent les Français. Ils veulent qu'on réponde à leurs attentes, à leurs problématiques, qui sont parfois très locales. L'enjeu des législatives, ça a été d'élire les représentants de la nation, mais c'est aussi des gens qui vont travailler pour leur circonscription à améliorer la vie de leurs concitoyens. Donc le sujet, c'est aussi qu'est-ce qui va être remonté à l'Assemblée nationale. Est-ce que les oppositions vont faire bloc pour montrer leur désaccord, montrer leur opposition, ou est-ce qu'ils vont être constructifs, travailler avec ensemble. Donc là aussi, ça va être un sujet. Vis-à-vis du RN, le Rassemblement national aujourd'hui était
plus de députés qu'avant, certes, mais beaucoup moins que ce que prédisaient les sondages. Aujourd'hui, on a fait mentir les sondages et le RN n'a ni majorité, ni de quoi imposer Bardella Premier ministre. Et idem de l'autre côté de l'échiquier politique, avec Jean-Luc Mélenchon et ses 70 députés qui ne peuvent pas l'imposer en tant que Premier ministre. On peut imaginer, l'option a été mise sur la table, que le président de la République décide, lorsqu'il aura estimé que le temps est venu, de nommer un Premier ministre, en tout cas un gouvernement technique, et un Premier ministre qui ne serait pas forcément issu, j'allais dire, des rangs de l'une ou l'autre des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que ça peut être du domaine du possible? Est-ce que vous pensez que ça ne va pas aussi attiser la colère des différentes formations? Alors j'entends des formations, alors on ne va pas parler d'opposition, parce que là c'est assez égal, en tout cas dans la formation, mais est-ce que vous imaginez que ça peut être compliqué là aussi à gérer? Oui, après ça peut être une solution évidemment. Le sujet c'est qu'il va bien falloir prendre des décisions notamment pour tous les enjeux que nous avons actuellement, que ce soit l'écologie, que ce soit garder le cap économique, garder la croissance, faire vivre nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui vous avez des programmes notamment à gauche, qui sont dangereux pour nos entreprises. Par exemple, augmenter le SMIC à 1 600 € net, ça fait que l'employeur va devoir sortir le chèque. Et par exemple, un boulanger aujourd'hui ne peut pas forcément payer ses salaires. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est du compromis. Et pourquoi pas un gouvernement technique, dans la mesure où on ne pourrait pas trouver d'accord pour des questions disons, les affaires courantes, finalement, de la vie politique française. Avec effectivement un volet économique qui va sans doute amener de belles passes d'armes. Hein. Vous parliez à l'instant du SMIC à 1 600 €. C'est en tout cas ce que veut mettre en place le nouveau Front populaire et assez rapidement, en tout cas si on en croit les dires de Jean-Luc Mélenchon, là encore, qui s'est exprimé très tôt, juste après le deuxième tour des élections, avec aussi des textes de loi qui ont été votés. On pense à la réforme chômage, de l'assurance chômage. On pense également à la réforme des retraites, dont ne veut pas le nouveau Front populaire. Alors là aussi, on imagine qu'il va y avoir des passes d'armes assez intéressantes, en tout cas pour nous, observateurs de la vie politique, mais qui vont aussi, là plus précisément, en tout cas ces textes, s'ils sont retirés ou modifiés, aussi amener une inflexion de la politique du gouvernement jusqu'à présent. Tout à fait. Et le sujet, c'est que, en fait, vu comme ça, on dirait que c'est la majorité qui s'est dit, pour se faire plaisir quelque part, qu'on devait augmenter, faire reculer l'âge de la retraite. Sauf que le sujet, ce n'est pas de ce qui nous fait plaisir ou non. Le sujet, c'est que les retraites étaient en déficit. Le corps, d'ailleurs, est revenu dessus et l'a précisé. Aujourd'hui, on a un déficit, il faut y répondre. Et pour les enjeux économiques clairs, nous avons besoin d'un cap, nous avons besoin de garder la croissance. Et ce que proposait le nouveau Front populaire, c'est une politique de relance, par la demande. Or, ça fait 2 fois qu'on relance la croissance, c'est Keynes qui l'avait théorisé. Les politiques de relance impliquent de l'inflation. Or, le nouveau Front populaire nous dit, on va faire une politique de relance par la demande, ce qui veut dire de l'inflation. Mais on va bloquer les prix pour empêcher l'inflation. Moi, je dis, pourquoi pas, je veux bien vous écouter là-dessus, mais le sujet, c'est que comment on va faire. Le boulanger, typiquement, c'est un exemple que j'aime bien. Moi, je viens en ruralité, on n'a plus de boulangerie dans mon village. On est 400 habitants, il n'y a plus de boulanger dans le bourg. Donc là aussi, on a un sujet. Et finalement, la meilleure solution pour augmenter les salaires, c'est d'atteindre le plein emploi. Aujourd'hui, on est à 7,5 de chômage. On était quasiment à 10 en 2017. Donc, on avance. Et une fois qu'on aura atteint le plein emploi, comme ce qui est le cas à Vitré notamment. Vitré, on est à 3% de chômage. Fougères, on est à 4% de chômage. On va pouvoir... les personnes qui entrent sur le marché du travail vont pouvoir mieux négocier leur salaire, puisque le marché du travail reste un marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Et donc là,
les personnes en recherche d'emploi auront un vrai levier et auront de vrais moyens de négocier de meilleurs salaires pour qu'ils vivent mieux, justement. Alors, on a vu les marchés au niveau économie rester en attente pour l'instant, en observation de ce qui va se passer, de comment la France va être gouvernée. Mais la France est fragile, avec une dette importante, avec une dégradation, même si elle est pour l'instant assez minime, des agences de notation. Si demain, une des agences de notation, ou pire, toutes les agences, décidaient de dégrader la France, ça poserait un problème économique grave. Alors, d'abord, la dette de la France a été dégradée sur l'un des observateurs. Ça s'est fait après qu'on ait eu le bilan, finalement, suite à des recettes en baisse. Donc le sujet, maintenant, ça va être comment est-ce qu'on fait pour récupérer cet argent qui doit rentrer dans les caisses de l'État, mais c'est aussi voir comment est-ce qu'on fait pour mieux organiser la dépense publique. Parce qu'aujourd'hui, on vit au-dessus de nos moyens. Le sujet maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait avec les oppositions, et finalement la future opposition en fonction du gouvernement qui sera nommé, mais comment est-ce qu'on fait tous ensemble, en tant que responsables politiques, comment est-ce que feront nos députés, qu'est-ce que feront remonter les mouvements, les partis. Nous, les jeunes avec Macron notamment, on organise des forums, on fait remonter des propositions. Comment faisons-nous pour faire en sorte que la France reste sur les rails, mais tout en préservant nos concitoyens. Par exemple, augmenter les impôts, augmenter la CSG, etc. Pour nous, là même, ensemble, ce n'est pas envisageable, surtout pour ceux qui travaillent, surtout qui n'ont pas de revenus très conséquents, les classes moyennes également. Donc, comment fait-on? Et ça, c'est un travail qui va devoir être fait par les parlementaires, et je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Alors on entend le nouveau Front populaire demander qu'il y ait une meilleure politique sociale aujourd'hui en France. On a entendu aussi le message des Français qui au premier tour ont voté massivement pour le Rassemblement national en ayant un vote de colère, souvent une expression de colère vis-à-vis du gouvernement. Est-ce que, je vais me faire un peu provoquant, mais est-ce que finalement le gouvernement ou les gouvernements successifs et Emmanuel Macron n'ont pas été assez à l'écoute, n'ont pas écouté les Français ou n'ont pas perçu la colère des Français? Je pense d'abord que beaucoup a été fait. On a eu le bouclier tarifaire et notamment sur les coûts de l'énergie lors de la crise Covid. Pour moi, qui suis étudiant, on a mis en place les repas à 1 euro pour les étudiants boursiers. On a augmenté le nombre de boursiers. On augmente aussi les bourses. Donc, il y a des choses qui sont faites, notamment pour les personnes qui sont les plus vulnérables. On a mis en place aussi, ce que je disais tout de suite, le bouclier tarifaire. Et ce genre de choses, pour augmenter les salaires notamment, c'est ce que je disais, ça va être le plein emploi. Et pour ça, il faut faire des réformes. On a eu la réforme du coup de France Travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus proche des réalités du terrain. Un autre sujet aussi, c'est qu'on a essayé de simplifier, notamment avec les maisons France Service. Et donc, voilà, aujourd'hui, on met en place des choses. Peut-être qu'il aurait fallu plus les accentuer sur la communication, mais dire qu'on n'a rien fait, c'est faux, et ce serait une erreur de le dire. Aujourd'hui, il y a si les citoyens veulent plus de social, je l'entends, j'en veux aussi également puisque je suis plutôt centre-gauche, mais pour le coup, ce qu'il faut, c'est garder un programme qui est sérieux et qui ne nous envoie pas sur des trajectoires dangereuses, notamment pour les entreprises, puisque ce qui pèse aujourd'hui, et ce que je vois dans ma commune, c'est que lorsque, par exemple, on n'a plus une boulangerie dans notre village, ça impacte quand même beaucoup plus que des salaires qui ne seraient pas à 1 600 €, sachant que l'inflation suivrait et donc ça ne changerait pas grand-chose finalement. Avec une demande forte de services publics, avec une demande forte sociale, avec aussi des pistes. Là encore, ça me ramène au nouveau Front populaire, puisque on va dire qu'il constitue une grande part de cette majorité relative, qui demande aujourd'hui, par exemple, qu'on remette d'ailleurs l'impôt sur les grandes fortunes, comme on l'a appelé, et que l'on taxe plus le capital
le grand capital, je vais reprendre le terme, mais qu'on taxe plus finalement les riches pour pouvoir donner à ceux qui ont un peu moins, une forme de répartition sociale. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Alors, selon moi, c'est une fausse bonne idée. D'abord, dire on va taxer les riches pour donner aux personnes les plus vulnérables, c'est louable. Mais en même temps, il faut bien voir que le sujet, c'est aussi de faire en sorte que les gens aient un emploi. On ne peut pas vivre d'aide. Et personne ne veut vivre d'aide. Les gens veulent vivre de leur travail, de leurs revenus. C'est ça le sujet derrière. Et par rapport à l'ISF, admettons qu'on en rediscute à l'Assemblée nationale, et ce sera probablement le cas, il faut voir qui on taxe. Parce que par exemple, si on reprend la base de ce que voulait le nouveau Front populaire, ça taxerait aussi les agriculteurs. Donc, alors, les agriculteurs vivent déjà, ont déjà des revenus qui ne sont pas extrêmement conséquents. Et si on veut améliorer notre agriculture, passer le cap de la transition écologique, la transition de notre agriculture, remettre en place des exploitants, faire en sorte de créer des vocations, si en plus on les taxe, mais ça va mal partir. Alors a priori, il s'agit pour l'instant, en tout cas si l'on en croit les programmes, de taxes qui seraient appliquées sur les très grandes entreprises, sur les entreprises du CAC 40. Alors évidemment, on a beaucoup pointé du doigt Total, voilà, on va pas en faire notre tête de turc, mais c'est souvent l'exemple qui est pris. Ces grandes entreprises finalement qui, si demain elles ne trouvent pas grâce, en tout cas si la France ne trouve pas grâce à leurs yeux, peuvent s'expatrier, partir ailleurs. On est dans un monde globalisé. Là aussi, il faudra demander un effort. On pourrait parler d'effort national à ces grandes structures. Alors, je pense que le marché européen, d'abord, est très attractif pour les entreprises. Aujourd'hui, la France est le pays le plus attractif de l'Union européenne en termes d'investissement. Ce qui crée des emplois, directs et indirects. Donc, derrière le sujet, c'est est-ce que Total fera le choix de rester en France? Pour moi, oui. Il a tout intérêt à y rester. Maintenant, et c'est ce qui se fait notamment pour la transition énergétique et notamment pour les voitures électriques, il faut garder un cap clair et c'est ce que demandent les industries. Donc, le sujet est là vraiment. Il faut mettre en place un cap clair, le garder pour réussir tous les enjeux qui s'imposent à nos générations et plus particulièrement à la mienne, puisque nous sommes et nous serons les plus touchés. Voilà, il y a l'environnement aussi. On parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. On reproche au gouvernement, là encore au pluriel successif d'Emmanuel Macron, de ne pas avoir assez fait pour l'environnement. Alors, on a parlé beaucoup de voitures électriques, de transition écologique, de transition énergétique. Alors avec au point de départ la fermeture des centrales nucléaires et puis aujourd'hui à nouveau un programme axé sur le nucléaire. La transition sera longue, si vous me permettez, en termes d'énergie. Alors, la transition va se faire toujours assez petit à petit, finalement. On va y aller étape par étape. On a ouvert les éoliennes offshore, les éoliennes en mer. Au sujet du nucléaire, on avait fermé Fessenheim, mais on réouvre au fur et à mesure qu'il y a des avancées, notamment puisqu'il y a eu un audit qui nous a dit qu'on avait besoin du nucléaire. Et aujourd'hui, on met en place des EPR. On est en train de créer cette énergie nucléaire et l'énergie nucléaire de demain. Il faut aussi miser sur le renouvelable, c'est ce que je disais tout de suite, et sur l'isolation thermique. On avait mis en place MaPrimeRénov' d'ailleurs. Il ne faut pas l'oublier, parce que parfois, j'ai le sentiment que que ce soit à gauche ou à droite, on oublie assez vite ce qui a été fait, et notamment lorsqu'on augmente MaPrimeRénov' et qu'on la baisse ensuite un petit peu, on nous dit qu'en fait on ne fait rien, alors que déjà la prime rénov', c'est nous. Donc là aussi il y a un sujet, et il faut garder le cap, que ce soit budgétaire, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour l'avenir de nos générations, que ce soit sur l'immigration, puisqu'on a aussi eu les lois européennes qui sont passées. On va en dire un mot de l'immigration. Donc là aussi, il y a des sujets, il faut garder le cap, et c'est ce que je souhaite pour la France, notre pays.
Alors justement, j'allais parler d'immigration, mais je voulais vous entendre aussi sur la montée du RN. On se souvient des propos du président de la République qui avait dit « Je serai le président qui fera baisser le RN ». Bon, là, le pari n'est pas gagné, on l'aura compris. Là encore, une grande colère, une grande frustration du pays. On l'a vu dans les sondages juste avant le premier tour même des élections, où les Français s'inquiétaient du pouvoir d'achat et s'inquiétaient de l'immigration et de la sécurité. C'était souvent les thèmes qui revenaient en dehors de toute polémique, évidemment. Est-ce que, là encore, le gouvernement est passé à côté avec peut-être la possibilité de s'emparer du sujet de l'immigration, de s'emparer aussi du sujet de la société? On a vu le problème des OQTF, par exemple. Est-ce que le gouvernement est passé finalement à côté de l'aspiration des Français dans ces sujets assez, on va dire, clivants? Alors, d'abord, au sujet du pouvoir d'achat, qui est évidemment un sujet important. Comme je le disais, c'est le plein emploi, mais on a aussi préservé les salaires. On a eu le chômage partiel notamment, qui a sauvé des entreprises. On a eu le PGE, prêt garanti par l'État. Et ce qui a sauvé des emplois, et donc des salaires. Au sujet de l'immigration, je pense qu'on a eu d'abord Gérard Darmanin qui fait un travail là-dessus, et qui travaille beaucoup notamment pour la gestion des OQTF. On lui reproche de ne pas faire assez, finalement. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a assez aussi derrière? Et il y a un vrai travail de fait. Il y a des expulsions, il y a des gens qui doivent rester, parce que derrière, en fait, le RN fait de l'immigration son ennemi numéro 1. Mmh. Derrière, c'est que ils ne veulent pas des immigrés qui viennent travailler. Ils ne veulent pas des personnes qui viennent en situation d'asile, parce que dans leur pays, c'est la guerre. Mmh. Et j'ai envie de dire aux électeurs du RN que s'ils ne veulent pas d'immigrés, Bardella, qui est issu de famille immigrée, et Éric Zemmour, qui est issu de famille immigrée, faudra peut-être se poser des questions. Avec une question sur la binationalité, on l'a entendu, ça fait, permettez-moi le terme, le buzz pendant, en tout cas lors du deuxième tour, de l'entre-deux tours des élections législatives. Aujourd'hui, on a beaucoup de binationaux qui occupent des postes parfois très importants au sein de la République, de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut dire à ces binationaux, bien c'est fini, voilà, si demain le RN arrive, vous n'aurez plus de poste parce que vous êtes quelque part des gens à risque, entre guillemets? Alors, d'abord, dire que les binationaux sont à risque, c'est extrêmement dangereux. D'une part, parce que nous avons plein de binationaux qui travaillent aujourd'hui en France, des gens qui sont attachés à notre pays, qui sont profondément bretons, français, européens. Donc, d'abord, dire aux binationaux de partir, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et deuxièmement, le RN est revenu dessus. Et j'ai envie de dire, sur quoi est-ce qu'ils ne reviennent pas? Jordan Bardella, qui était invité hier soir de nos confrères de TF1, est revenu effectivement, il s'en est expliqué de cette binationalité, reprochant quelque part un petit peu une forme de montée en épingle de cette sortie. Dixit aussi, celui qui a un collaborateur russe. Et on sait les liens entre le Rassemblement national et la Russie. Donc derrière le sujet, c'est que on ne peut pas dire... En fait, c'est du deux poids, deux mesures du Rassemblement national. Concrètement, et là, ce que fait le Rassemblement national, c'est dire, on va mettre en place une mesure. On va voir si ça passe. Si c'est populaire, tant mieux, sinon on la retire. Pareil sur le pouvoir d'achat. Un coup, il supprime la TV, un coup, il la laisse. Sur le marché de l'énergie, un coup, ils partent, un coup, ils restent. On va sortir des prix, mais pas du marché. Vous faites comment? On ne sait pas. Sur les frontières, on va mettre une double frontière. D'accord, à la base, ça devait être fermé les frontières, mais en fait, c'est des contrôles aléatoires qui sont renforcés, mais en fait, non, mais en fait, on ne sait pas. Donc, derrière, il faut être sérieux, et je pense que les citoyens français, bretons, attendent mieux. Alors, on va parler de la Bretagne. Vous avez lâché le mot breton, évidemment, ça nous intéresse au plus haut point. On a vu que la Bretagne, finalement, n'a pas basculé vers le Rassemblement national, alors qu'on avait quelques circonscriptions qui auraient pu basculer. Il y a eu ce front populaire qui s'est mis en tout cas, ce front républicain, avec le nouveau front populaire en l'occurrence, mais ce front républicain qui s'est mis en place. Et on s'aperçoit que la majorité présidentielle a plutôt bien résisté ici en
Bretagne. Est-ce que les Bretons seraient des gens raisonnables ? Alors, d'abord, je tiens à remercier le nouveau Front Populaire qui a joué le jeu. Idem pour les LR qui ont joué le jeu aussi et qui ne se sont pas rangés du côté d'Éric Ciotti. Derrière le sujet, c'est que la Bretagne résiste bien. Nous sommes une terre de modérés. Nous l'avons toujours été. Nous avons toujours été les pro-européens. La Bretagne, c'est la Bretagne de la social-démocratie, typiquement. Donc, en Bretagne, nous sommes des modérés. Nous avons élu des modérés. Et je tiens tout particulièrement à saluer nos députés qui ont été réélus, qui marquent un ancrage local, et avoir une pensée aussi pour ceux qui n'ont pas été, qui font un travail tout de même formidable, qui ont été présents jusqu'au bout pour leurs concitoyens, et qui auraient mérité la place, et à charge de revanche. On a entendu une voix, celle de Jean-Yves Le Drian, voix qui compte, qui pèse ici en Bretagne, qui a exhorté à l'entre-deux tours à ne pas faire le mauvais choix. Là aussi, les figures bretonnes pèsent aujourd'hui, la voix de ces figures bretonnes. On pense évidemment à Jean-Yves Le Drian. On a entendu aussi le président de la région qui a appelé à voter pour la majorité présidentielle. Est-ce que c'est important d'entendre ces voix, même si aujourd'hui Jean-Yves Le Drian est un petit peu en marge de la politique, on a compris qu'il avait encore la main, mais d'entendre ces voix, cette raison, on a l'impression qu'on a perdu la raison aujourd'hui en termes de politique. Je ne pense pas qu'on ait perdu la raison. Il y a eu un vote de colère, de mécontentement, bien sûr. Derrière, on a Loïc Chesnay-Gérard, on a Jean-Yves Le Drian, nous avons des personnalités bretonnes qui sont profondément modérées, je pense, et qui ne veulent pas voir la Bretagne qu'on aime sombrer chez le RN, du côté de l'extrême droite, parce que ce n'est pas dans notre ADN. Et donc, il est important qu'on ait des personnalités qui prennent la parole sur ce sujet qui est éminemment important, puisque la Bretagne ne peut pas laisser faire. La Bretagne est une terre de modérés et elle doit continuer à influencer la politique de la France. Il nous reste 2 petites minutes, c'est très rapide, 2 minutes. Est-ce qu'on est en train aujourd'hui de tourner une page politique ? On sait que ça va être compliqué dans les semaines qui viennent, la gouvernance de la France. Est-ce que finalement on tourne quelque part aussi la page de la Ve République ? Je ne pense pas. Je pense que la Ve République, d'abord, a été conçue au départ pour qu'il y ait une majorité, mais on peut aussi travailler sans majorité, on peut travailler ensemble. C'est ce qu'appelait à faire Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. On peut trouver des compromis, sans compromission. On peut travailler avec les LR, on peut travailler avec le PS, on peut travailler avec les Verts, pas avec LFI, ni avec le RN, qui sont des mouvements qui ne sont pas souhaitables, pour ne pas dire plus. Mais qui pèsent quand même, qui vont peser quand même dans la vie politique. Là aussi, ça va être dur de trouver le compromis, de faire une forme de barrage quelque part. Le front républicain, le barrage républicain d'abord, a marché. Et c'est ce qu'il faut voir. Donc aujourd'hui, il reste des modérés, il reste des personnes qui veulent s'investir pour leur pays, il reste des gens qui veulent travailler pour leurs concitoyens, pour leurs administrés, que ce soit des élus ou des personnes qui entrent à l'Assemblée nationale, ou des citoyens qui font remonter les sujets à leurs députés. Il reste encore des gens qui veulent qu'on avance. Et c'est le plus important. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des députés qui peuvent travailler ensemble. Et moi, j'invite tout le monde à travailler collectivement en bonne intelligence. Et c'est le mot de la fin. Ewen Hubert, responsable idées et formation des JAM Bretagne. Les JAM, ça je le dis pour nos auditeurs, ce sont les jeunes avec Macron. C'était votre première radio ce matin. Voilà, pas trop impressionné. Ravi de l'avoir fait avec vous. Eh bien, merci. Vous étiez avec nous en direct et vous êtes venu exprès de la région de Fougères pour être avec nous en direct. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Je précise que vous avez 19 ans, si vous me permettez. Donc voilà, une carrière prometteuse. Pourquoi pas ? On verra. Belle journée. Merci à vous également. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.